France Inter. Dimanche dernier, en direct de Cannes, je le disais, on parlait évidemment de l'Arbre de vie, Palme d'Or de Terrence Malick, et les auditeurs ont déjà très très vite réagi. Et il faut dire que c'est pas fameux. Avant que vous ne parliez, je vais en dire quelques extraits. Thérèse Pett, ce film est une interminable création du monde, mêlant Cousteau, Tazieff, Spielberg, Artus Bertrand, des bactéries, un méli-mélo incohérent qui dégouline de religiosité à l'américaine, ce que pense aussi Laurent Chemin qui habite Bordeaux, qui est d'ailleurs astrophysicien au laboratoire de Bordeaux, et qui dit « Je trouve que la référence incessante à Dieu est lourdingue. C'est un très bon reportage pour une émission télévangélique. » Germaine Bonne de Bure-sur-Yvette se demande si c'est ça le nouvel art pompier du XXIe siècle et dénonce une métaphysique de bazar. Annabelle Tassini de Darras trouve que c'est totalement grotesque et est tout à fait d'accord avec Xavier Le Harper qui était, il faut dire, ce soir-là très hostile, au film. Elle parle de niaiserie et de bêtises. Hugues Stalins, qui habite Mons en Belgique, parle d'une odyssée prétentieuse, n'est pas Kubrick qui veut. Catherine Sébillet de Lille est plus équilibrée. J'ai détesté les scènes mystiques interminables, mais lorsque le film s'ouvre sur cette famille américaine et les tensions qui y règnent, c'est fabuleux. Roland Atlani de Nantes a grimpé joyeusement jusqu'à la cime pour admirer la beauté, mais une fois en haut, une voix d'outre-ciel m'a dit « Ouvre ce bourgeon et tu y trouveras des racines ». Et là, j'avoue, Seigneur, j'ai un peu débranché. D'autres ont adoré, comme Elisabeth Husson, qui habite Avon, un voyage au plus profond de l'âme. On en sort en sanglots, ou Pascal Hénard de Bourg-les-Valences, qui parle d'un kaléidoscope de lumière et un ballet des sentiments. Monsieur Fabre, qui me demande de virer Xavier Le Harper. Ne pas aimer l'Arbre de vie révèle d'un niveau d'inconscience terrible. Il est complètement passé à côté d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et enfin, c'est ce que Tom Hopper M de Douai résume ainsi: la vie ne prend un sens que lorsqu'elle est amour. C'est ce que dit le génial Malick à travers cette poésie, cette prière adressée à l'humanité. Donc vous voyez, c'est déjà très très partagé, très très ardent dans le négatif comme dans le positif. Et donc, on va forcément commencer par cette Palme d'Or. Et tant pis si on en a parlé il y a une semaine. Plus de 30 ans après être venu à Cannes, c'était pour les Moissons du Ciel. Donc, le légendaire et mystérieux Terrence Malick était de retour sur la croisette avec cet Arbre de vie où son film fut d'ailleurs à la fois ovationné et, il faut dire, dans la salle un peu sifflé et hué par une critique soit enthousiaste, soit exaspérée. C'est l'histoire, somme toute assez simple, d'un père autoritaire joué par Brad Pitt qui fait payer à sa femme et à ses 3 fils l'échec de sa vie et son obsession de voir ses enfants réussir. Ça se passe dans le Texas des années 50. C'est placé sous l'égide du livre de Job. Le film est accompagné d'ailleurs d'une musique souvent religieuse. Je pense au Requiem de Berlioz. Et Malick ne cache à aucun moment sa veine et sa verve biblique. Alors, voilà, grandiose pour les uns, grandiloquent pour les autres. Dites-moi ce que vous en pensez, Jean-Marc. C'est un film qui partage beaucoup et on peut être soi-même partagé sur le film, que moi je trouve difficile à aimer complètement, mais malgré tout très puissant, et après être passé par plusieurs étages, j'ai fini par être emporté par le film. C'est vrai qu'il y a des diaporamas sur des laves fumantes, des océans immenses. On a un peu l'impression d'être dans un film de Nicolas Hulot. Les dinosaures aussi. Alors les dinosaures, par exemple, je trouve ça volcans. très beau. C'est vraiment sa réponse à 2000 ans, l'Odyssée de l'espace. C'est l'équivalent de la scène des singes qui découvrent qu'on peut utiliser un os comme un outil. Là, c'est tout à coup la naissance d'un sentiment qui n'est pas simplement la loi de la nature et la bestialité chez un dinosaure. Je trouve ça assez fort. Et j'aime, on peut dire que c'est de la métaphysique de bazar, mais ce que ça produit en termes de cinéma, ce passage sans arrêt de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du particulier au général, ça crée quand même des mouvements de montage, des circuits d'images qui s'entrechoquent assez puissants. Le film est très long et je trouve qu'il monte en puissance. 2h10. Pas plus 138 minutes. D'accord. 2h08. Et je trouve le sentiment que ça durait 4h10. Oui, parce que
effectivement, comme on passe quand même par beaucoup d'étapes, on a le sentiment d'une durée assez forte. Oui. Et moi, malgré tout, j'ai fini par être emporté et par être ému par l'histoire assez simple d'un enfant qui est en conflit avec son père, qui est amoureux de sa mère. Et cette histoire-là, elle est racontée de manière très pointilliste, par de tout petits prélèvements sur des souvenirs d'enfance, et ça fait une mosaïque assez belle. Alain? Moi, j'ai été frappé par le fait que la plupart des éléments qui sont dans ce film, y compris Brad Pitt, se retrouvaient déjà dans un film assez différent, mais qui s'appelait, très agréable, qui s'appelait « Et au milieu coule une rivière ». On y voyait la nature, on y voyait l'éducation, un père et deux fils, on y voyait Dieu, on y entendait un hymne à l'Amérique profonde, on y entendait aussi des choses un petit peu, une nostalgie un peu réactionnaire, mais c'était très bien. Simplement, le film était agréable à voir. Et celui-là est quand même très, très, très confus. Mais c'est pas sa confusion qui m'ennuie. D'ailleurs, c'est pas si confus que ça, je vais être honnête, puisque il y a d'une part les dinosaures, la création du monde, d'autre part, c'est quand même l'essentiel du film, cette histoire de famille. Et cette histoire de famille qui vise visiblement à remonter jusqu'au tréfonds de l'âme, comme disait un auditeur, et jusqu'à l'enfance, c'est entièrement filmé avec le même objectif, qui est un grand angle, et je trouve que confier la nostalgie à un procédé optique, c'est quand même un peu léger. Pierre? On est tout à fait d'accord pour dire que Malick devrait avoir des copains qui lui disent « Fais pas ton métaphysicien parce que tu n'es pas doué pour ça ». C'est-à-dire que quand on pense... C'est pas ce qu'ils se disaient au Masque dimanche dernier. Hein, voilà, je pour dire que les avis sont partagés. Oui, mais voilà, bon, moi les dinosaures me font un peu rigoler. La partie la partie création du monde, c'est vraiment une philosophie de bazar. C'est-à-dire, c'est où vais-je ou cours dans quelle étagère, quoi. Ça va pas au-delà de ça. Cela dit, c'est vrai aussi que la partie centrale, le sujet du film, à part cette création du monde, c'est cette famille. Et là, je dois dire que les lettres que tu as lues m'ont beaucoup blessé, parce que si on voit pas l'immense metteur en scène que c'est Malick, la façon dont il arrive à simplement, c'est rare de montrer aussi bien le souvenir qui affleure chez quelqu'un. Sean Penn est là, il se souvient de son frère. Sean Penn, il faut dire que c'est un des fils. Le survivant, qui donc qui apparaît se souvient, très peu, mais c'est 30 ans après, 40 ans. Mais tout se passe, en effet, dans sa tête, en quelque sorte. Et les souvenirs qui affleurent, cette façon de filmer, j'ai rarement vu aussi bien montrer le souvenir à l'écran. C'est-à-dire, cette idée, nous avons tous des souvenirs comme ça qui passent fugaces dans nos têtes, de temps à autre, des visages, des corps. Et cette caméra qui effleure chaque fois les silhouettes, qui effleure les visages et qui s'arrête brusquement sur le visage d'une mère, le visage, c'est absolument bouleversant. Alors, je suis très partagé parce que c'est vrai que c'est un film un peu débile quand Malick se met à penser. T'exagères. Non, quand il pense, c'est un peu débile. Et même assez débile. Mais, la façon dont il filme, et en plus, c'est vrai que les espaces, la rousseur de la mer qui évoque celle de Sissi Spacek dans le premier film, La balade sauvage, qui ressort là, il y a des correspondances inouïes, bouleversantes dans ce qui fait que Terrence Malick est un grand metteur en scène. Alors, si on voit pas ça, faut cesser d'aller au cinéma, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de mise en scène là-dedans, elle est nulle part. Voilà. C'est dommage qu'il pense un peu trop. Daniel, tu défendais ardemment ce film dimanche dernier. Oui, à l'antenne. J'étais partagée aussi, c'est-à-dire que il y a maintenant, et d'ailleurs les auditeurs et autour de cette table ce soir, on est presque soulagés de ne pas être obligé de dire c'est un chef-d'œuvre absolu, parce qu'il y a une sorte d'intimidation. Terrence Malick, le prisonnier, le mystérieux, l'invisible. 5 films en 40 ans. Voilà, 5 films, le voilà qui revient, le fantôme absolu du chef-d'œuvre absolu. On dit oh là là mon Dieu, pourvu que je ressente mais pas les dinosaures, ça fait rigoler. Oh c'est un peu débile. Non, c'est quand même un très grand film de Terrence Malick. C'est-à-dire que la qualité de l'image de Terrence Malick est mystérieuse. Il y a tout à coup une beauté d'image
qui n'appartient qu'à Terrence Malick. Bon, alors de temps en temps, c'est vrai qu'il y a une récurrence bizarre. Il y a chez Terrence Malick, il y a des herbes qui frissonnent et voilà, tout à coup, on est chez Terrence Malick et il y a des herbes qui frissonnent. Moi, effectivement, le Big Bang, j'y tiens pas. Et comme ça commence avec des voix murmurantes très récurrentes, des ralentis, des bactéries, des planètes, des étoiles, des volcans, T'as très peur.